Donc moi, je m'appelle Marc-Alexandre Tarot, je suis ethnobotaniste et anthropologue de la santé. Je travaille à l'hôpital de Cayenne, qui est en pleine gestation pour devenir un CHU. Mes champs de recherche, ce sont effectivement les médecines locales, les ethnomédecines des différentes populations du plateau des Guyanes et de la Caraïbe, avec effectivement une spécialisation auprès des populations afrodescendantes. Et je co-préside aussi avec Clarisse qui va se présenter l'association Mélis. On s'engage dans cette association à faire de la vulgarisation scientifique, à œuvrer pour une meilleure transmission, une meilleure reconnaissance et une meilleure conservation des connaissances traditionnelles liées aux usages ethnobotaniques. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me présente. Je m'appelle Clarisse, ou du moins, je devrais dire mon nom occidental est Clarisse, parce que dans ma communauté, on va dire, les présentations de l'identité, les perceptions de l'identité ne sont pas pareilles que dans le système français ou occidental. Je suis issue d'un groupe social qu'on appelle les Bushinengue, qui littéralement signifie les nègres de la forêt, parce que je suis descendante des esclaves qui ont fui les plantations au Suriname et qui ont créé des populations dans la forêt amazonienne. On dit qu'en Guyane, il y a 4 groupes principaux, les Aloukou, dites les Boni, les Paramaka, les Saramaka et les Ndjuka. Et moi, je suis issue du groupe Ndjuka. Je suis petite fille de chef coutumier. Et aujourd'hui, je fais mon master dans un master qui s'intitule Civilisation, Société, Interculturalité en Guyane, notamment pour pouvoir par la suite écrire cette histoire, transmettre ce patrimoine qui est jusque-là issu d'une culture orale. Et dans ma vie professionnelle, je suis également médiatrice pluridisciplinaire dans les champs de la culture, de la santé. Et sinon, je travaille aussi à la DCJS, la Direction de la culture, de la jeunesse et des sports, notamment dans le service du patrimoine culturel immatériel, ce que je mets à contribution au sein de mon association pour pouvoir transmettre ce patrimoine et pouvoir le maintenir vivant afin de le transmettre de génération en génération. La définition même du mot poison est un terme qui, dans nos groupes sociaux, est un terme occidental. Il n'y a pas de mot dans notre culture qui signifie poison, ou sinon on va l'emprunter du néerlandais keft, parce que les groupes Ndjuka qui sont en Guyane aujourd'hui sont partis du Suriname, qui la langue officielle est le hollandais, le néerlandais. Donc ce terme poison peut prendre une connotation aussi coloniale. On voit dans la science ou qu'un scientifique qui vient d'ailleurs viendra dire aux populations locales que la plante est toxique ou que la plante est poison, à ce moment-là, le mot poison devient automatiquement un terme colonial. Parce que ce n'est pas la représentation des peuples qui utilisent ces plantes depuis des générations. Et la perception de toxicité de la plante n'est pas pareille dans les différents groupes sociaux, parce que les usages et les perceptions ne seront pas pareils. Il faut savoir qu'on perçoit la maladie, on perçoit le corps différemment selon le groupe social, selon la religiosité de chaque groupe et selon la perception même de la nature. Et une plante ne peut pas être poison, ni dans son identité biologique, ni dans son identité spirituelle ou religieuse. L'effet poison est assigné plutôt à l'usage, la manipulation et le dosage de la plante. Entre poison et remède, il n'y a qu'un pas. Tout dépend de ce qu'on fait de cette plante, quand est-ce qu'on le fait et comment on le fait. La même plante peut faire poison comme elle peut faire remède à la fois. Comme on dit chez nous, c'est-à-dire que la plante peut donner la vie comme elle peut aussi prendre la vie si on ne l'utilise pas correctement et dans les bonnes circonstances. Alors effectivement, j'ai du mal à faire une transition après une aussi bonne introduction. L'idée là, nous, on s'est dit, remède et poison, on va essayer de vous présenter un certain nombre de plantes qui sont à la confluence justement entre poison et remède, entre le poison et le remède. Il faut savoir que ce qui fait d'une plante une plante médicinale, une plante qui a des propriétés thérapeutiques, eh bien, c'est les principes
actifs qu'elle contient. Et ces principes actifs, ces substances actives, souvent des alcaloïdes, mais pas que, eh bien, autant ils ont un potentiel thérapeutique, autant ils peuvent aussi avoir un potentiel toxique. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. On va parler d'un certain nombre de plantes qui sont des remèdes connus de nos communautés et qui sont parfois aussi considérés comme des poisons. Alors quand on parle de plantes vénéneuses, de poisons à base végétale, il y a des plantes qui viennent à l'esprit plus vite que d'autres. Je sais pas, on pense à la ciguë, à la belladone, au datura, etc. Et on pense aussi à cette plante Abrus precatorius. Alors peut-être qu'ici ça vous parle pas beaucoup parce que c'est une plante qui est tropicale, qui est originaire d'Afrique de l'Ouest, qui s'est pantropicalisée, donc c'est-à-dire qu'on la retrouve sur l'ensemble de la ceinture tropicale, en Amérique et en Asie tropicale également. Et c'est une graine aux Antilles-Guyane qui est appelée graine l'église ou graine réglisse. Alors pourquoi graine l'église, parce qu'on s'en servait pour faire des chapelets. D'où son nom aussi, latin, Abrus precatorius. Precatorius, en latin, c'est tout ce qui est lié à la prière. Ces autres noms vernaculaires aussi expriment ça. On l'appelle parfois le haricot paternoster, notre père, etc. Et réglisse parce que les feuilles et les racines sont parfois mâchées comme de la réglisse. Par contre, cette jolie graine que vous voyez là, qui est une graine de la famille des fabacées, donc ce qu'on appelle communément les légumineuses, belle graine écarlate à 3 couleurs, rouge, noir et un point blanc, c'est une des plantes les plus dangereuses au monde, puisqu'une seule graine croquée, peut être mortelle pour un être humain. Donc c'est une plante qui est hautement toxique, qui contient de l'abrine, donc qui est un poison mortel. Mais pourtant, c'est aussi une plante médicinale réputée, utilisée dans l'industrie pharmaceutique. C'est une plante qui contient des principes antituberculeux, antispasmodiques. Et puis, au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de ses vertus pharmacologiquement actives, c'est surtout une plante qui a une place symbolique très forte chez les afrodescendants et en particulier dans les vaudous. Dans le vaudou africain, dans le vaudou béninois notamment, c'est une plante à travers sa couleur, le rouge. Le rouge, on dit que c'est la couleur des vaudous, parce que c'est la couleur du sacrifice, c'est la couleur du sang qui relie les humains et les esprits. C'est une plante qui est extrêmement importante et qui va être utilisée notamment dans la confection de certains fétiches, notamment. Et c'est aussi une plante qu'on retrouve dans le vaudou américain, dans le vaudou haïtien notamment. Donc il y a eu vraiment un transfert de connaissances appliquées à cette plante sur le continent américain, dans le vaudou. C'est une plante qu'on va utiliser notamment dans la confection d'objets cérémoniels assez importants qui appartiennent à des divinités fortes comme Ogou ou comme Erzuli d'Antor. Mais arrête là parce que moi je me rends compte que sur chaque slide on peut faire une conférence en fait. Donc on continue, mais on pourra en discuter après. Alors, autre exemple, c'est par exemple l'huile de ricin. Ce qu'on appelle aux Antilles carapate, ce qu'on appelle en Guyane pamacristi ou mascreti, c'est une huile à la fois cosmétique, connue, qu'on utilise pour le soin des cheveux, de la peau, et puis c'est aussi une huile purgative. Beaucoup d'entre nous ont peut-être connu ça, la purge de la rentrée scolaire ou du début d'année, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, c'était souvent une cuillère d'huile de carapate. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez communément proscrit parce que il y a eu évidemment des intoxications à l'huile de ricin. C'est quand même une plante qui, mal dosée, peut être assez dangereuse. Et donc, pareil, il y a souvent ce débat entre les anciens et les moins anciens. Est-ce que on continue à donner des purges à l'huile de ricin ou est-ce que, ce qu'on entend de plus en plus, il faut absolument arrêter ça et acheter des purgatifs en pharmacie. Donc, on est vraiment sur la ligne entre, cette fameuse tradition et modernité qui veut justement rien dire. On est sur la ligne entre l'industrie et le domestique, entre la plante et le médicament d'officine. Et je trouve ça assez intéressant parce que cette plante justement fait le lien entre ce qu'on considère comme un remède ou ce qu'on considère comme un poison. Dans l'idée aussi, la plante, parfois c'est pas la plante en elle-même qui est toxique, ça dépend des parties utilisées, de l'avancement, de mûrissement de la graine, si la plante est séchée ou pas. Ça va varier sur la teneur en substance de la plante et aussi ça va aussi permettre de bien le doser quand on va l'ingérer. Par exemple,
Le médecin blanc que vous voyez sur la photo, qu'on appelle Kakanoto, c'est utilisé dans la médecine Juka pour purger notamment les adultes, mais il faut que la graine soit complètement sec. Et en plus, c'est par petits morceaux. Et souvent, ce sont les personnes qui sont initiées à cette pharmacopée qui va le prescrire et qui va le donner. Le fait que le voisin dise à la voisine pour ça, vous prenez ça, ça ne marche pas parce qu'il faut forcément avoir et maîtriser surtout le dosage de la plante. Et souvent, la plante toxique, on dit médecine pour tout, mais il y a médecine du corps et il y a médecine de l'esprit, médecine du foyer, médecine de l'environnement. Et la même plante qu'on va dire qu'on l'utilise dans la médecine et qu'on ne dise pas si on parle du corps ou de l'esprit, peut avoir des effets dangereux parce que ce même médecin qu'on utilise pour le corps, elle est aussi plantée dans la devanture des maisons pour protéger des mauvais esprits et des sorts envoyés pour éliminer les viésins. Et ce même médecin est utilisé aussi, la sève est utilisée aussi pour traiter tout ce qui est leishmaniose, où on va peut-être parfois l'appliquer directement ou parfois le brûler sur le feu avant application. Donc il y a tout un art, tout un savoir-faire autour de l'application, que ce soit par voie interne ou par voie externe, et ce sont des choses à maîtriser avant usage. Alors, je fais la transition avec ce que tu as dit. Cette plante qu'on voit ici, Chinitref, Aristolochia trilobata, c'est une plante justement de protection qu'on plante autour de la maison pour faire ces fameuses coquilles magiques. Et c'est aussi une plante qui est considérée comme un antipoison. Quelqu'un qui pense avoir été empoisonné ou qui pense avoir été ensorcelé, eh bien, il va boire des préparations faites avec les feuilles ou avec la chenille qui colonise cette liane. Et pourtant, il y a quelques années, eh bien, la recherche médicale a montré que c'est une plante qui était toxique pour les reins, il me semble. Oui, c'est ça, voilà. L'acide aristolochique est toxique pour les reins. Et depuis, eh bien, beaucoup de personnes ont arraché la plante de leur jardin parce que, eh bien, il s'est diffusé l'idée que c'était une plante mauvaise, une plante toxique. Donc moi, c'est un peu ce que j'appelle le cycle amour-désamour pour les plantes. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qu'on utilise depuis très longtemps, peuvent être toxiques évidemment si on les utilise à outrance et de façon très régulière. Et puis tout d'un coup, elles tombent en désamour parce que quand on entend dire qu'elles sont toxiques, c'est le cas aussi de la liane amère, c'est le cas du corosol qui sur le long terme serait favorable à la maladie de Parkinson, c'est le cas du carambole qui contient de l'acide oxalique qui est mauvais pour les reins. Bien à un moment donné, les gens se mettent à ne plus les planter ou à les arracher. Un mot sur le paroka, alors qui est aussi une plante qui aurait été ramenée par les travailleurs libres indiens. Il y a plusieurs trajectoires. Enfin, c'est toujours la même histoire. On peut difficilement savoir par où sont venues les plantes, puisqu'elles viennent souvent par plusieurs voies. En tout cas, paroka, ce sera un mot d'origine tamoule, si j'ai bien compris, qu'on appelle aussi sorossi en Guyane. C'est une plante qui est très importante pour les afrodescendants, que ce soit pour les soins de la peau en usage externe ou en usage interne pour soigner le diabète, comme dépuratif, on dit pour se nettoyer le sang, ou aussi comme vermifuge. Or, c'est une plante qui est tellement efficace contre le diabète, elle a un principe hypoglycémiant, qu'il y a eu justement des intoxications quand des enfants en avaient consommé trop, quand des personnes diabétiques déjà en hypoglycémie en avaient consommé et se sont retrouvées à l'hôpital du coup à cause d'intoxications de ce type-là. Donc c'est vraiment la plante qui est à la fois le remède mais qui peut être aussi le poison selon le dosage, comme tu le disais Clarisse. Un autre exemple, c'est la plante qu'on appelle chez moi dongouin, qui signifie l'individu ivre. C'est une plante qui est très toxique, parfois peut être mortelle. C'est une plante qui se retrouve souvent dans les jardins pour son aspect spirituel parce que ça va vraiment influer sur les mauvaises choses qui vont arriver chez soi. Donc là, on parle de médecine pour soigner et l'esprit et même parfois le corps parce que ça permet aussi par voie externe de soigner des choses comme les virus. Et alors ça, c'est une plante qui est très bien connue en Guyane et aussi aux Antilles dans une certaine mesure comme étant une plante toxique, très toxique. Les gens qui connaissent les plantes en général, ils savent que la brinvillière, c'est une plante qu'il faut pas absorber quoi. Et cette mémoire collective transmise des plantes poisons, elle vient aussi du fait que ces plantes poisons, ces plantes toxiques, eh bien elles ont été utilisées aussi pendant la période esclavagiste, soit pour
assassiner les colons ou tenter de les assassiner, soit aussi, il faut le voir comme une forme de résistance, eh bien, comme des plantes pour se suicider. Le suicide a aussi été une forme de résistance et donc une forme de marronnage face à l'oppression esclavagiste durant la période coloniale. Donc il y a aussi cette connaissance très peu transmise parce que souvent, ce sont des choses qui sont un petit peu secrètes, évidemment. Ça se dit pas à n'importe qui, les plantes qui tuent, mais c'est le cas aussi de celle dont on a vu, celle qu'on a vue tout à l'heure à Bruce Precatorius, la graine, l'église, qui était systématiquement arrachée durant la période coloniale parce que les colons savaient que c'est une plante qui permettait aux esclaves de retourner à la Guinée originelle. Et donc cette plante-là, qui est un poison, elle porte le nom français de brinvillière, donc en référence à la marquise de Brinvilliers, qui a été une grande empoisonneuse au XVIIe siècle, qui avait tué d'ailleurs ses parents, un ensemble des membres de sa famille. Donc c'est pour vous dire le poids qu'elle porte. Alors, un autre exemple, c'est un fruit très consommé en Guyane, c'est la pomme cajou. Alors, c'est une plante qui est très, on va dire, qui a beaucoup d'usages parce que toutes les parties de la cajou s'utilisent en médecine, en partant du fruit, de la noix, des racines, de l'écorce, toutes les parties s'utilisent. Par contre, certaines parties pas connues et mal utilisées peuvent être dangereuses, notamment la noix. La noix... quand elle n'est pas grillée. Quand elle n'est pas grillée, il y a une huile qui en sort qui est très caustique. Mais c'est une huile qu'on utilisait aussi avant dans la médecine traditionnelle pour enlever les chairs repoussantes. Parce que comme c'est caustique, ça permettait d'enlever l'excès de chair sur la peau. Aujourd'hui, dans les villages, les enfants s'amusent parfois à se tatouer avec. Et du coup, ça peut être très caustique pour la peau. Et surtout, la peau des enfants, ça agit beaucoup plus sur la peau des enfants. Mais la même noix, si on la grille, l'amande qu'il y a à l'intérieur, elle est aussi bonne que celle qu'on achète. Qu'on achète dans les écorces. Vas-y, je sais pas. Vas-y, l'écorce de la noix de cajou, comme les feuilles, ont des effets très cicatrisants. Donc, on l'utilise beaucoup dans la médecine pour soigner, notamment la cicatrice des femmes qui viennent d'accoucher. Alors, c'est pareil pour les plantes comestibles. Il y a des plantes qui sont dites toxiques et non comestibles. Vous allez dans la littérature, même sur Wikipédia, vous tapez Solanum americanum ou Phytolacca americana, c'est la plante que vous voyez là, le raisin d'un teinturier. Bien, il sera écrit toxique, non comestible, à ne surtout pas ingérer. Pourtant, ça fait partie de la base alimentaire des Bushinagé, ces deux plantes que je viens de citer. Donc, il y a aussi, pour faire vite, la connaissance très fine de quelle partie de la plante on utilise, comment on les cuit, est-ce qu'on cuit plusieurs fois, est-ce qu'on jette la première eau. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails là, mais ce qui est toxique pour l'un est parfois absolument comestible pour l'autre. Donc, c'est aussi le cas pour les plantes qui se mangent. Bon, là, je voulais parler rapidement de l'aki, qui est un arbre qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui a été naturalisé à la Jamaïque, qui donne un plat qui est le plat national à la Jamaïque, le ackee on saltfish, et qui est aussi, quand il est mal préparé, du coup, c'est-à-dire que si les fruits sont préparés verts, absolument toxique, mortel, mais quand les fruits sont mûrs, eh bien, c'est un plat qui est très très bon, ça donne une espèce d'omelette végétale. Et puis pour finir, et puis on vous a ramené la bouteille dont on va parler pour finir, c'est le digestif, eh bien, cette préparation à base de bois et d'écorce de la forêt guyanaise, qui est considérée comme un aphrodisiaque très puissant. Mais la petite spécificité surtout, c'est que l'ingrédient principal, c'est une liane du genre Strychnos, c'est la liane avec laquelle on prépare le curare. En tout cas, c'est ce genre botanique qui donne le curare. Donc, pour vous dire que le curare, qui fait peur à beaucoup et qu'on utilise encore en anesthésie médicale, eh bien, nous, en Guyane, on le boit et ça a des effets intéressants. Merci beaucoup.